bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit. Ce soir, un gros invité avec nous, Pierre-Yves Rougereau. Alors, comment ça va Pierre-Yves ? Ça va. Je remercie l'équipe de Meta TV de m'inviter, c'est très gentil. Bah écoute, nous on est super contents de te recevoir parce que toi, j'ai envie de dire, t'es jeune mais t'as un CV long comme ça déjà. T'as fait vraiment pas mal de trucs. Enfin pour ceux qui te connaissent pas, donc déjà t'as écrit un livre qui est une référence, j'ai envie de dire, en la matière, mais il va montrer, je pense, Stéphane, il a le visuel, j'en doute pas. Donc sur la loi de 73, on va en parler ce soir parce que je sais que tu as aussi un éventail de sujets sur lesquels vraiment tu es un peu un spécialiste. Tu as fait une formation d'économiste, c'est ça, de base ? Alors je peux pas revendiquer le terme d'économiste. Ouais. Je suis spécialiste en intelligence économique, c'est-à-dire je suis plutôt dans la stratégie, dans ce qu'on appelle la géoéconomie ou la géostratégie. D'accord. Le seul autre titre universitaire auquel je peux prétendre, c'est en histoire des idées politiques, parce que j'ai passé des examens du supérieur là-dessus. Mais je n'ai pas encore de diplôme d'économie au sens strict. Bah oui, quand même, t'es quand même un spécialiste, parce que... disons que en tout ce qui concerne les rapports économiques internationaux, là je touche un peu ma vie. Ça oui, mais ça c'est mon domaine de prédilection. Alors que par exemple tout ce qui est microéconomie ou économie d'entreprise, là pour le coup, c'est moyennement ma sphère. Voilà. Et puis tu as aussi une société d'édition. Oui, j'ai créé une revue qui s'appelle Perspective Libre. Ouais. Et à partir de cette revue, j'ai créé une petite maison d'édition qui essaye de faire connaître des intellectuels de relativement jeunes ou moins jeunes, mais que j'estime être assez maltraités par le monde médiatique mainstream. Ouais. Heureusement que maintenant vous êtes là et que quelques autres sont là, heureusement d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a une forme de pensée en France qui a pas le droit de citer, et une espèce de tendance, on va dire, qui est un peu banni des médias, banni un peu de cette presse mainstream. Et toi, tu t'inscris un peu dans cette tendance, c'est-à-dire tu as une analyse des choses qui est, tout de suite on a peur, quoi. On dit non, c'est du conspirationnisme, c'est du fascisme. Oui, ils me l'ont fait ça, le conspirationnisme, le fascisme, on a à peu près tout fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque interlocuteur, tu as un sens différent, soit du mot fasciste, soit du mot conspirationniste, tu sais jamais qui t'es en face de toi. Si tu veux, le système aujourd'hui se défend par des mots fétiches. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais tu l'es quand même. Voilà. Et puis chacun donne sa définition, quoi. Voilà. Alors voilà, tout le monde te dit bonjour sur le chat, bonjour à vous, Anis Bax, Souriver, Tatila, Raf54, Zach Mémérian. Il y a pas mal d'habitués, Julio, Gaspartacus, Sainte-Quenelle. Alors Sainte-Quenelle, lui il balance pas mal, il m'a envoyé, je vais pas te mentir, il m'a envoyé un truc. Alors à chaque fois qu'il y a un invité, à chaque fois on me balance des trucs. Il m'a envoyé ton CV, mais de A à Z. Il sait tout de toi. Je sais pas comment il connaît tous tes contacts et tout. Alors il dit que tu as commencé au RIF, c'est vrai ? Oui, j'ai travaillé avec Paul-Marie Couteau. Avec Paul-Marie Couteau. Tout à fait vrai. D'accord. Parce qu'il dit que en gros, il me dit, dans le message où il y a ce truc détaillé, il dit que c'est un peu lui qui t'a formé, il a formé un peu toute une école, où il y aurait eu Michel Drac, il y aurait eu... Alors c'est très long, hein. Il faudrait presque que je reprenne le truc. Mais bon. Alors Michel Drac, ça me surprendrait, parce que là c'est pas du tout ma tendance pour le coup. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, mais moi j'ai travaillé, j'ai jamais honte de mes amitiés réelles, parce que on m'en a beaucoup prêté qui n'ont jamais existé. J'ai travaillé pour Paul-Marie Couteau, j'ai travaillé pour Nicolas Dupont-Aignan. Ensuite, j'ai quitté la sphère politique pour monter le Cercle Aristote, c'est-à-dire pour faire plutôt du métapolitique pur. Et j'ai été le président du comité de soutien d'Éric Zemmour pendant son procès. Oui, tout à fait. C'est ce qui a fait d'ailleurs que sur Internet, certaines personnes se sont attaquées à moi venant de la droite radicale, parce qu'elles détestent Zemmour pour des raisons... par rapport aux origines qui sont les siennes, je trouve ça assez moyen.
Et je me suis surtout heurté à ce qu'on appelle le milieu des associations antiracistes, dites antiracistes, qui sont grosso modo ceux qui dont le principal but était de traire les banlieues pendant des années, et d'ailleurs elle continue encore un peu. J'ai été en face de ces gens-là. Ensuite on a monté Perspective Libre, et mes principaux partenariats ensuite ont été avec mon ami Pierre Jovanovic, qui est également mon éditeur. Avec qui tu co-présentes une revue de presse d'ailleurs. Alors non, je suis un de ses invités, il en fait une selon son envie. Là c'est vraiment sa revue de presse. Et également avec l'école de guerre économique qui m'a formé. On organise quelques colloques par an, et il y a d'autres colloques que je fais, principalement avec l'Institut de la démocratie et de la coopération, qui est un organe de la diplomatie culturelle russe à Paris, et avec lequel on entretient des liens amicaux avec mon équipe. Voilà, ça moi j'ai toujours reconnu toutes mes amitiés. La seule chose, c'est que ça a été très utilisé contre moi, le fait d'avoir été parfois même juste dans la même pièce que quelqu'un. Et tu sais, mécaniquement, tu deviens son pote, c'est évident. C'est évident, tu deviens pote de quelqu'un parce que tu l'as croisé dans un couloir, parfois dans un ascenseur. Là, si tu veux, c'est moyennement sérieux, quoi. Mais ils disent que t'étais... Alors, dans le truc, ils disent que t'étais proche de Serge Ayoub aussi. Alors, je sais pas si... Alors ça, cette histoire-là, si tu veux, en réalité, je travaillais pour Paul-Marie Couteau. Je suis envoyé au local... Donc le siège de Serge Ayoub, non, local, pas à l'époque. Ah, pas à l'époque, d'accord. Pas à l'époque, il appartenait à Alain Soral. D'accord. Et j'y vais pour croiser les membres du premier Égalité Réconciliation, qui venait d'être créé. D'accord. Et je suis pour le compte, c'est très simple, ça c'est tout à fait vérifiable, de Paul-Marie Couteau et de son lieutenant de l'époque, qui est Alain Bournazel. Et une association qui est dedans, qui s'appelait Envie de rêver, ce sont des étudiants. Le président de cette association était prof de fitness. Et moi, si tu veux, faut savoir une chose. Je suis né en 86 au Mans, et j'ai été élevé à Mortagne-au-Perche, dans un village de 127 habitants. D'accord ? Donc pour moi, tout ce microcosme-là, moi j'y connais rien. J'y connais rien, c'est pas mon monde. Donc si tu veux, et puis à un moment, je croise donc cette personne que j'ai croisée, Serge Ayoub. D'ailleurs, à tout sauf de l'amitié pour moi, ça c'est clair et net. Et si tu veux, on me prête une amitié. Ah ouais, on te prête une amitié, tu dis t'aimes pas trop, donc déjà c'est si tu veux, il n'a pas supporté que quand il a repris ce local, j'en suis parti. J'en suis parti parce que là c'était plus un lieu ouvert dans lequel je louais pour faire des conférences. Et il faut savoir qui j'y ai fait venir. J'y ai fait venir Jean-François Mattei, qui est l'un des seuls grands philosophes français traduits à l'étranger. J'y ai fait venir Jean-Luc Gréau. J'y ai fait venir, autrement dit, je n'ai pas fait venir la droite radicale, qui n'est pas mon milieu, qui sont des gens qui ne m'aiment pas, et qui ne m'aiment pas d'ailleurs pour une raison qui était simple à l'époque, c'est que j'étais en couple avec une jeune femme qui était malgache. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas supporté. Et aujourd'hui d'ailleurs, Jovanovic en a reçu, il pourra d'ailleurs en témoigner, il a reçu certaines lettres après la publication de l'ouvrage, où des gens ont trouvé mes photos de mariage, et se sont attaqués à la confession de mon épouse, parce que je me suis marié sur la frontière qui sépare le Cambodge de la Thaïlande. Mon épouse est cambodgienne, elle est bouddhiste, donc je suis marié sur rite bouddhique. Et Jovanovic me les a fait voir, reçu des lettres, vous avez publié une ordure bouddhiste, à demi jaune, etc. Donc si tu veux, voilà ce que pense la droite radicale de ma personne. Donc d'être pris, que des gens me disent pour une affaire qui a déjà, il faut se remettre dans le contexte, 5 ans. Moi je sais qu'il y a des gens que je n'ai pas croisés depuis 5 ans. Moi j'y ai été sur ordre de Paul-Marie Couteau, et je peux l'assurer, pourquoi ? Parce que j'étais un gamin qui est rentré en politique à 19 ans, beaucoup trop jeune, et je me suis fait baiser. Voilà. Et je reconnais, je me suis fait baiser, c'est très con. Il faut être très très con. Et voilà. Ensuite, si tu veux,
on m'a prêté à partir de ça des idées ou des amitiés qui sont pas les miennes. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça qu'on t'a prêté des trucs, après on a dit bah il est dans la mouvance Ayoub, mouvance troisième voie, parce que quand tu lis le truc que tu m'as envoyé, hein, sa sainteté, il regarde, et c'est vrai que j'ai lu son truc, c'est vrai, c'est genre un parcours presque... Il y a quelqu'un qui pose une question intéressante. Alors, la droite radicale ne t'aime pas, mais c'est quoi que tu appelles la droite radicale? Alors ça c'est très intéressant. Ce que j'appelle droite radicale, certains appellent de ce mot fourre-tout de la science politique extrême droite, qui est grosso modo c'est tout ce qui est sur l'échiquier à la droite du Front National, Ouais. c'est-à-dire des gens qui sont beaucoup plus dans le fait racial que dans le fait national, fondamentalement. Et Ce qu'on appelle un peu les identitaires, c'est un peu dedans ou c'est... Alors les identitaires sont un petit peu différents, il faut leur reconnaître ça. C'est-à-dire que, ça dépend de quelle mouvance identitaire on parle. Si on parle des gens qui étaient proches de Dominique Vénère, par exemple, là on est dans le fait racial pur, ça c'est clair. Suffit de le lire pour le savoir. Et, il était entouré de gens qui étaient de vrais historiens, ils ont fait une très belle revue qui est la Nouvelle Revue d'Histoire. Moi c'est par exemple une personnalité que je ne goûte pas du tout pour le coup, à la fois pour son antigaullisme et pour ses théories qui l'ont conduit d'ailleurs à avoir la fin qu'il a eue, donc ce suicide à Notre-Dame. Mais pour beaucoup, avant tout, ils ont un attachement à la terre parce qu'ils se sentent dépossédés. Et pour éviter que ces jeunes gens, parce que ce sont souvent des gens très jeunes, se radicalisent, il ne faut pas les voir comme des gens dangereux. En réalité, ils ont ce sont des gens qui sont fondamentalement voilà, ils essayent de rester debout alors qu'on leur a presque tout pris, donc si tu veux, faut pas leur... Voilà. Fondamentalement, je pense qu'il faut pas leur jeter la pierre, beaucoup c'est sans agressivité, et puis, si tu veux, d'avoir un sentiment d'identité quand on te l'interdit, je trouve pas ça, en soi, c'est pas malsain. Ensuite, il faut pas que ça prenne des colorations politiques aberrantes. Tu as une part de mouvement identitaire qui est entièrement régionaliste, entièrement européiste, qui se rendent pas compte que fondamentalement... c'est l'empire, là, fondamentalement, ça va se retourner contre eux à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est souvent plus de la naïveté que de la méchanceté. En tout cas, ils représentent une tendance. C'est normal d'être attaché au pays où on est né, fondamentalement, si tu veux. Donc toi, oui, tu fais quand même une différence entre les identitaires et cette... Non, il y a des gens beaucoup plus... Mais qui sont... C'est les héros de Caroline Forest parce qu'ils existent, elle peut enfin montrer qu'ils existent. Ils sont très peu nombreux. Fondamentalement, ils sont folkloriques. Ils n'ont pas... ça, Interpol l'avait souligné, d'accès à la violence. Enfin, ils font pas d'attentats. Attila, il dit quel parti ou groupe en France de la droite radicale met en avant la race? Il y en a quand même, parce que moi il y a le mouvement que j'ai vu, alors c'est Benedetti, je crois. Ceux qui descendent de l'œuvre française. Ah ouais, là, eux ils mettent en avant la race, hein, je te garantis, j'ai vu. Mais encore une fois, on est face à des gens très peu nombreux. Oui, ils sont très peu, parce qu'en fait c'est ça, en fait, ils représentent une toute petite frange, mais c'est vraiment minime quoi, cette frange-là. Oui, c'est 3 fois rien, c'est beaucoup plus des gens qui sont dans le témoignage, voilà, qui sont dans le témoignage, et fondamentalement c'est même pas des groupes constitués, c'est juste du gibier pour une part des journalistes du système qui aiment bien les faire sortir de temps en temps, et point. C'est comme ça que... Je l'ai vu sur M6. C'est comme ça que Caroline Forest justifie d'exister. Elle est par ça et par Tariq Ramadan, elle est très contente d'avoir les deux d'ailleurs. Oui, parce que je l'ai vu, c'était Benedetti, je crois, qui était sur M6 et qui a fait un long reportage sur M6, on le voit, il emmène les gens de M6 à travers toute l'Europe, etc. Oui, et ça, voilà, les journalistes sont très contents de tomber là-dessus, mais on n'est pas dans le... on n'est pas dans le... Voilà.
on est dans le rien, quoi. Voilà. C'est folklorique presque. Alors justement, rentrons dans le sujet. Donc on nous demande quel est le réel impact de la loi de 73. Alors la loi de 73, pour revenir, parce que maintenant, déjà, comment ça se fait que cette loi de 73, elle est très connue maintenant? Elle est beaucoup plus connue qu'en 1973 finalement, en 2014 si j'ose dire. Tu crois pas? Elle est beaucoup plus connue maintenant grâce au travail de... Alors, si tu veux, les premiers à avoir sorti l'affaire dite de la loi du 3 janvier 73, sur laquelle on va revenir, parce qu'il y a eu beaucoup de contresens qui ont été faits là-dessus, c'est le groupe Chômage et Monnaie. Chômage et Monnaie sont des polytechniciens, et ce sont des polytechniciens qui sont des gens, disons, oui, on va dire, centre-gauche, Javier, tous ces gens-là, et qui ont énormément travaillé sur les phénomènes monétaires et qui ont sorti cette affaire-là. Elle a été reprise, par André Jacobbeck, puis par Étienne Chouard. Et c'est Étienne Chouard qui, parce qu'il a une force de diffusion qui vient d'être très d'être extrêmement présent sur la toile et qui a réussi à faire passer ça. Ensuite, le problème, tu vois, c'est le message et la réception. Parce que ce qui était une histoire très compliquée, en réalité, est devenu, parce que d'un point de vue de communication, ça marche mieux, c'est la règle du mort kilomètre, quoi, pour les journalistes. C'est-à-dire, plus c'est court, mieux c'est, etc. Bon. Et la version qui en a été donnée, qui a fait l'objet de discussions interminables sur Internet, etc., en réalité, il fallait remettre l'ensemble du fil sur la loi dite du 3 janvier 1973. Et l'ensemble du fil, en réalité, nous amène au moins des années 40 jusqu'aux années 2000. Et c'est pour remettre cette affaire-là au clair que Pierre Jovanovic, qui me connaissait, son ami depuis assez longtemps, et que je l'ai interviewé il y a 4 ans maintenant, et comme il m'aime bien et qu'il sait que je travaille assez bien et que surtout j'ai une équipe de gens assez formidables autour de moi qui sont ma grande chance, que je salue d'ailleurs s'ils nous regardent, ils m'ont dit, bon, mettez-nous cette affaire-là au clair, quoi. C'est vrai, c'est pas vrai, dans quelle mesure c'est vrai, et surtout, si c'est vrai, ça, je me rappellerai toujours de Pierre me disant ça, qui a fait ça? Et fondamentalement, fondamentalement, on a continué à en reparler, le bouquin a fait la dernière, à mon avis, grande poussée là-dessus, et aujourd'hui, fondamentalement, enfin, d'un point de vue doctrinal, le débat est quand même assez clos maintenant. En tout cas, moi, c'est les retours que j'en ai, puisque j'ai eu énormément de retours du public, ça fait beaucoup de bien. Ouais, mais les gens, ils sont quand même convaincus maintenant, enfin, c'est une idée plus que répandue, tout le monde a convaincu de la nécessité, en fait, d'avoir une banque centrale au public avec une création monétaire publique. Ça, c'est une idée qui est quand même très répandue. Et fondamentalement, c'était celle que je voulais faire passer. Donc tout va bien. Donc c'était celle-là à partir des écrits de quelqu'un que je vous recommande, qui est un de mes amis. On avait le plus grand spécialiste des banques centrales aujourd'hui, il s'appelle Jean-Claude Verbroek. Il tient le blog La crise des années 2010. Ouais. Et à partir de ça, à partir d'éléments géostratégiques, parce que c'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là, il y a tout un contexte historique qui est lié à la fin du gaullisme, qui est lié à la fin du standard or, et la fin du standard or, elle est aussi liée à autre chose, qui est ce qu'on appelle les eurodollars, c'est-à-dire comment en écoulant du dollar, la City de Londres s'est refait une santé, parce qu'elle a été en partie laminée, enfin l'Angleterre a été laminée par la guerre.
Et surtout par le plan de Churchill. Ce qu'on oublie beaucoup, le plan Laval chez nous, qui bousille notre industrie de défense, merci, ça resservira en 40. L'équivalent, c'est le plan de Churchill dont l'industrie britannique ne s'est jamais remis. Jamais. Et fondamentalement, la livre sterling est toujours la première monnaie en 1945. Mais elle couvre 60% des sommes 60% des sommes sont des dettes. Alors que la création se fait en dollars. Et la City de Londres va échanger la livre sterling contre le dollar. Et elle va se mettre à émettre du dollar, enfin à faire transiter du dollar. Ce qu'on appellera les paradis fiscaux. Après. Devant ce flot de dollars qui part, le standard or est obligé de tomber, Nixon solde les comptes. Et là, on doit refaire, on passe à la grande financiarisation. Pour à la fois écouler du dollar, créer ce dont le dollar a besoin, qui est une monnaie européenne, quelle qu'elle soit, et pour ça, il faut mettre fin aux banques centrales publiques. Et ça veut dire de passer d'une économie, disons, fondée sur une création monétaire tout à fait mesurée d'ailleurs, et un circuit d'argent gratuit public, à une économie fondée sur la finance, et l'autre nom de la finance, une économie de dette. Et aujourd'hui, c'est très simple, c'est 180 millions d'euros au jour, 4 milliards semaine, dont 1 milliard pour le service de la dette. Voilà. Puis que pour ceux qui veulent vraiment avoir l'impact strictement chiffré, 180 millions d'euros au jour. Voilà. Simple. Voilà. Donc, tous les jours, on dépense 180 millions au service de la dette, en gros. C'est énorme. Oui, c'est 180 millions d'euros au jour. D'accord. Ouais. On nous dit, voilà, la loi 73, peut-on dire simplement un vrai coup d'État? Est-ce que c'est pas un coup d'État à long terme un peu? C'est quoi? C'est un coup d'État des banquiers? C'est qui vraiment alors? C'est qui c'est l'élite. Alors, plus encore que la banque va se refaire grâce à ça. Parce que, fondamentalement, si tu prends les choses depuis 1945, toutes les plus grandes banques sont nationalisées. Et elles seront les armes de l'État. Ce qui deviendra la Société Générale, etc. En 1973, elles sont encore des banques publiques. Jamais l'oublier. Tout le reste, ce sont déjà des banques d'affaires. Elles ne sont pas des banques de dépôt pour les particuliers. Il y avait l'équivalent du Glass-Steagall Act en France, qui a été fait d'ailleurs par le Conseil national de résistance. Et donc, si tu veux, je ne dis pas que ces petites banques, dont fait partie la banque Rothschild pour laquelle a travaillé Georges Pompidou, je ne dis pas que ces banques-là ne cherchent pas une influence. Mais par rapport aux géants qui sont dans les mains de l'État, elles n'en ont pas les moyens. Or, plus encore que ça, c'est la volonté de l'élite de créer l'euro, et à travers l'euro, de trouver à travers l'euro, de forcer la fédéralisation politique. Ce qui était le véritable but. Asselineau l'explique très bien ça, quand il parle de la théorie des chaînes. Et c'est tout bête, parce que au-delà même de la stratégie, c'est un principe de toutes les bonnes nounous. Quand vous voulez neutraliser deux gamins turbulents, vous les faites jouer ensemble. Ou vous les attachez ensemble, mais ça, il n'y a plus le droit. Ça, il n'y a plus le droit. C'est comment liquider des concurrents potentiels. C'est la meilleure utilisation. Je comprends que les Américains aient voulu faire ça. Parce que les Américains, en fait, Nixon, c'est vrai, il se détache du standard or, c'est en 1971, c'est bien ça. 15 août. 15 août, voilà, c'était une date assez symbolique, si j'ose dire. Il attend en plein jour férié, le 15 août, quand tout est fermé. Là, fondamentalement, le standard or, ça voulait dire que l'Amérique devait avoir en permanence un stock d'or équivalent au dollar en circulation.
Or, le dollar était devenu monnaie du monde à ce moment-là, mais il était encadré par le stock d'or. Comme les Américains, contrairement à ce qu'on croit, et j'explique dans mon livre, n'ont pas été totalement malhonnêtes là-dedans. Ils ont tenté d'enrayer les flux de dollars qui quittaient leur territoire. Et qui les quittaient par la City de Londres, généralement. Et par les confettis de l'Empire britannique, les îles Moustiques, les îles Marquises, Jersey, Guernesey. Oui, on est d'accord? Oui, bon, tu vois ce dont je veux parler. Ouais. Et là, je vous renvoie à l'œuvre de Nicolas Shaxton, superbe bouquin sur les paradis fiscaux. Et c'est le début de la finance offshore. C'est ça les euro-dollars. C'est pas un dollar qui circule en Europe, c'est un dollar qui circule en dehors des États-Unis. Et ça, les États-Unis ne pourront pas l'enrayer. Puis à un moment, Nixon va solder les comptes. Et là, pour le coup, on va passer dans le monde de l'étalon dollar. C'est-à-dire que la monnaie du monde, là, il faut vraiment, c'est le dollar. Et si la monnaie du monde, c'est le dollar, c'est le droit du monde, c'est le dollar. Là, je vous renvoie à l'œuvre de quelqu'un qui m'est très cher et qui, à mon avis, est un des plus grands historiens des étalons monétaires, qui est Norman Palma. Oui. Qu'on va recevoir ici en plus. Qui est un de mes proches. Et Norman n'a pas son pareil sur cette histoire-là. Et fondamentalement, on est passé dans le monde de l'étalon dollar. C'est-à-dire que les États-Unis ont ce que aucun empire n'a eu avant eux. Ils ont la monnaie du monde. Oui, donc, les États-Unis, ils nous déversent leur dollar, mais leur dollar, il est basé sur quoi? Sur leur dette, en fait. Il est basé... C'est le premier empire endetté. Tous les empires avant étaient créanciers. Oui. Maintenant, les États-Unis, c'est un empire par la dette. Et qui s'endette lui-même en plus. Donc, bien sûr. Il s'endette avec la monnaie du monde, donc c'est le monde qui paye fondamentalement. C'est le monde qui paye, voilà. Ah ouais, De Gaulle l'avait compris avant tout le monde quand il disait nous payons les Américains pour qu'ils nous achètent. Pour qu'ils nous achètent, ouais. Bon, c'est le système de Bretton Woods. Le système de Bretton Woods a été... c'est pas qu'il a été mal négocié, c'est que fondamentalement, même le représentant américain écoutait, même Keynes, on a cru que les Américains avaient imposé le système de Bretton Woods. Ils l'ont plus négocié qu'on ne le croit. Mais ils avaient, c'est simple, ils ont la moitié du PIB mondial à la fin de la guerre. Ils ont une armée qui est sur la moitié de l'Europe occidentale. Ils ont une force industrielle. Bon, on s'est dit pourquoi on va leur laisser... un étalon, le dollar as good as gold. Parce que pour beaucoup de pays européens, les pays européens étaient sortis de l'histoire à ce moment-là, en tout cas le pensaient. Et ensuite, le système américain et le système de Bretton Woods est devenu de plus en plus pervers. De plus en plus pervers. Jusqu'à voilà. Parce qu'en fait, ils respectaient pas les règles, les Américains, déjà à l'époque. C'est-à-dire, ils faisaient du dollar alors qu'ils étaient censés... Alors, à certains moments, guerre du Vietnam particulièrement, ouais. Ils sortent du dollar. Ils sortent énormément de dollars. Par contre, à certains moments, ils font un certain nombre de lois pour freiner les sorties de capitaux. La seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont en faire une, je mets dans mon bouquin, et ça, je prends un graphique qui est sur le site du Duché du Luxembourg. À chaque fois qu'ils font une loi, vous avez l'ouverture d'un paradis fiscal. Les dollars qui ne peuvent pas sortir par les États-Unis, maison mère, sortiront par là. Pas de problème. Par les débuts de la finance offshore. Donc c'est ça, les paradis fiscaux, c'est des quoi? C'est des espèces de transit, quoi. Oui. À la base, c'était fait pour faire transiter les arnaques au taux de change et c'était fait pour les débuts de certaines parts de la finance, ce qu'on appellera plus tard la finance grise, c'est-à-dire les arnaques au taux de change, etc. C'était fait pour faire transiter ça. Bon, c'est parce que une partie du monde financier n'a pas supporté le rooseveltisme. Ouais. Et, la commission Pecora, c'était pas tout à fait du bluff. Hein. La commission Pecora, vous avez, je crois que c'est Joseph Patrick Kennedy qui est envoyé par Roosevelt pour faire le ménage. Les conseillers de Roosevelt lui disent c'est un ancien requin de Wall Street,
un homme extrêmement dangereux, et Roosevelt a cette phrase, peut-être apocryphe, mais qui est reprise par des gens très sérieux, je pense au commissaire divisionnaire Jean-François Guéraud, ils disent il faut un voleur pour arrêter les voleurs. Et la commission Pécora va quand même purger Wall Street lourdement. Et ce monde financier va vouloir se refaire. Et il va se refaire patiemment. À partir de Londres d'abord, aux États-Unis ensuite, par plusieurs choses. Premièrement, les fluctuations de change dues à la fin du dollar or. Les monnaies commencent à fluctuer, donc vous pouvez jouer sur les monnaies. Et vous gagnez un peu, mais souvent. Bah oui, elle varie plusieurs fois par jour. À vous d'anticiper les bons mouvements, à la hausse ou à la baisse. Ensuite, vous allez jouer sur les dettes d'État. Ça, c'est le sujet. Et après, vous allez jouer sur les produits financiers de nouvelle génération, qui sont des produits assurantiels. Genre les CDS, c'est ça, les trucs... C'est ça. Et à la fin, vous avez des bilans de banque hypertrophiés et vous avez des choses qui ne sont plus des banques. La JP Morgan n'est plus une banque. C'est une entité sui generis, une sorte d'empire de conglomérat financier qui a dépassé la taille de toutes les organisations financières d'histoire d'homme. Point. Et tout ça à partir de 3 choses simples. Dette des États, parce que c'est le meilleur placement. C'est un placement sûr. Les fluctuations de monnaie. Et après, les armes financières de destruction massive, les CDO-CDS, qui sont des produits assurantiels, dont les premiers types étaient faits pour quoi ? Pour se protéger des fluctuations de monnaie. Tu vois la martingale ? Grattage, tirage, pile je gagne, face tu perds. Simple. Alors on nous demande quel est le niveau d'implication de la banque Rothschild dans la loi de 73. Alors, parce qu'on l'appelle souvent, c'est vrai, la loi Rothschild de cette loi de 73. Moi, pour avoir interrogé ceux qui l'ont fait, les techniciens qui l'ont fait, il n'y en a pas un qui accepte qu'on en retire le bénéfice à Valéry Giscard d'Estaing. Pompidou, au moment où la loi est préparée, est un homme malade. Il a le syndrome de Westerstrom, il a une leucémie. Il a doublé de volume, il est sous cortisone. Il fait un voyage en Pologne cette année-là, on met entre une demi-heure et 3/4 d'heure à le sortir de l'avion. Ah oui, d'accord. Un homme qui était un gros bosseur. Il aurait pu survivre à ça, mais il a voulu garder ses fonctions, donc il s'est condamné. D'accord. Fondamentalement, il faut savoir on dit que Georges Pompidou a travaillé pour la banque Rothschild, ce qui est tout à fait vrai. Il n'a jamais été banquier, contrairement à ce que j'ai lu à certains endroits. Il a été directeur. Il était directeur général, non ? C'est pas ça. Il a été directeur de département. Et fondamentalement, il est dans quelles années ? Il est dans les années 50, c'est-à-dire au moment où De Gaulle pèse 3%, où l'influence politique de Pompidou ne serait liée qu'à un retour de Gaulle, ce qui fait rire à ce moment-là tout le monde. Tout le monde. Ouais. Parce qu'en 53, De Gaulle, le RPF s'effondre. Oui, complètement. Voilà. De Gaulle est à 3%. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a toujours eu, de la part de la banque Rothschild, qui, je le rappelle, n'a pas d'action dans les dettes d'État à ce moment-là. C'est une banque d'affaires. Une banque d'affaires, c'est quoi ? Par exemple, toi, tu veux monter une super méta TV, tu veux racheter des locaux, tu vas voir la banque Rothschild, tu vas dire, trouvez-moi de l'argent, ils vont, eux, sur les marchés et t'apportent des capitaux pour ton projet. Ils n'ont pas le droit de prendre de dépôt. C'est la loi. Ah, ça, c'est très important, ça. C'est la loi qui le dit. C'est l'équivalent du Glass-Steagall. Ce n'est qu'une banque d'affaires. D'accord. Or, fondamentalement, il y a toujours une stratégie d'influence. Il faut la reconnaître. Et elle reviendra dans les années 80 de la banque Rothschild. Ça, il y a un très bon bouquin sorti chez je sais pas si chez Robert Laffont sur l'histoire de la banque Rothschild. Il le dit bien. Moi, on m'a dit, vous essayez de blanchir Pompidou. Je suis un gaulliste orthodoxe. Je déteste la figure de Georges Pompidou. Et j'ai accepté ce bouquin pour régler mes comptes avec. Je l'ai déjà dit. La seule chose, c'est que je suis historien. Je ne vais pas charger un homme qui, fondamentalement, sur ce dossier-là, et pas sur d'autres, est un homme largement innocent. Voilà. Donc c'est plus, toi tu dis que c'est plus Giscard. Tous ces hommes revendiquent la paternité, et lui le premier. Il a répondu à Holbeck sur son blog, il a dit qu'il était très content de ce qu'il avait fait, qu'il en était très fier intellectuellement.
Et ils ont un tel mépris pour Pompidou, il faut quand même se l'imaginer. Pour eux, Pompidou, ils m'ont fait des portraits de Pompidou, il faut savoir quand même que Pompidou était normalien, mine de rien, c'est pas tout à fait rien. Il était l'auteur d'une anthologie de la poésie française qui fait encore autorité aujourd'hui, et je dis ça d'autant plus que c'est une figure pour laquelle j'ai aucune admiration, et encore moins d'affection. Et ils m'ont fait un portrait d'une espèce de bouseux en sabot. Non mais franchement, fils d'instituteur, il n'a pas fait de grand corps. Déjà, il n'a pas fait l'ENA. Alors qu'eux sont John Zénarque, l'ENARC né en 45. Il n'a pas fait de grand corps. Donc il n'a pas fait ni Polytechnique, grand corps habituel, ou l'ENA, nouveau grand corps. Il n'a pas fait Epoli. Il est fils d'instituteur, ça la fout vachement mal, auvergnat caricatural. Caricatural. Et j'aurais dit, les enfants quand même, il était ce qu'il était. Mais vous ne pouvez pas mépriser des gens comme ça. Et fondamentalement, Giscard tenait au projet. Parce que pour lui, il avait déjà tout dans la tête. D'ailleurs, il le dit dans son discours à l'Assemblée sur cette loi qui est une loi de modernisation des statuts de la Banque de France. Il le dit par rapport à nos engagements internationaux, etc. Il parle de quoi? Il parle du processus communautaire. Il parle de la marche à l'Europe, dont il espère, parce qu'il fait partie des réseaux monnaie à ce moment-là. Oui, c'est ça qu'il faut... Alors ça, oui, voilà, il fait partie des réseaux monnaie, Giscard. Et c'est pour ça que moi j'essaye de racheter personne, tout comme je ne critique personne. Je dis juste je dis juste que, et je le dis sincèrement, moi j'ai aucune affection pour le président Pompidou. Je croyais d'ailleurs trouver des choses. Et bien, fondamentalement, sur ce point-là, si on veut vraiment trouver les hommes qui sont derrière la loi dite du 3 janvier 1973, c'est la loi Giscard-Monnet. Parce que le premier qui parle, pas de cette loi-là précisément, mais de l'ensemble du processus, c'est Monnet, dans une réunion de travail qui aura lieu en 1942. Il est sous le protégé par les Américains, il fait déjà les plans. Voilà, il faudra une Monnet, l'homme des Américains, il faut bien le préciser. Ah oui, agent américain. Les Américains m'ont reconnu comme un de leurs agents. Mon point, en gros, c'est Edward Pritchard a fait le truc. Donc si vous voulez, moi je n'ai pas d'affection, j'essaye pas de sauvegarder le président Pompidou, très loin de là. La seule chose, c'est, moi je n'ai pas trouvé de preuves là-dessus, et surtout, il faut savoir pourquoi on dit toujours Banque Rothschild quand on associe avec Pompidou. C'est que l'humanité a pris Georges Pompidou en grippe dès son arrivée au pouvoir. Le lendemain de son arrivée au pouvoir avec le général de Gaulle, c'était marqué « Le directeur chez Rothschild a réuni son gouvernement ». Et ça a été à chaque fois le directeur chez Rothschild, et on a repris ça. Donc il était très mal vu aussi. Oui, il était mal vu, mais fondamentalement, Pompidou, ils me l'ont tous expliqué. Pompidou était beaucoup plus libéral que de Gaulle, c'est certain, mais il était mais lui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il le méprise. Il leur dit non, mais laissez-moi ma monnaie quand même, parce que Pompidou, c'est un fils d'instituteur auvergnat, justement. Donc il est dans un monde agricole, c'est quelqu'un qui sait que tout peut être, que les choses peuvent changer rapidement, comme le temps peut changer rapidement. Donc il leur dit, mais on va libéraliser, mais un, doucement, et deux, parce qu'il a beaucoup libéralisé Pompidou, ça a été un grand... c'est lui qui commence à... Oui, non, mais il est beaucoup plus libéral que de Gaulle, et surtout beaucoup plus libéral que Michel Debré. Mimi la colère, à chaque fois qu'il a le peu de fois que Michel Debré a libéralisé des choses, il a mis des organismes de contrôle au-dessus, pour, je crois que c'est 3 ou 4 opérations de bourse qu'il a autorisées, il a créé immédiatement la COB, la Commission d'opérations de bourse. Donc le libéralisme à la Michel Debré, c'est... Si tu fais de l'argent et que le pays et que ça sert le pays, tu peux le faire. Ne marche pas. Dévie de la route droite et je t'abarre. D'où ce surnom Mimi la colère. Alors que fondamentalement, ils le détestent tous. Ils le détestent tous pour ça. Il veut pas assez libéraliser, il veut pas assez, il est timoré, il est paysan quoi, des banques non. Ils ont le mépris que j'ai vu pour Pompidou n'égale d'ailleurs de la part des mêmes hommes que la haine rentrée qu'ils ont pour De Gaulle.